Lorsque les frères Wright ont effectué leur tout premier vol historique en 1903, ils ne pouvaient absolument pas imaginer à quel point l'aviation progresserait au cours du siècle suivant. Le Wright Flyer, comme on l'appelait, pourrait être cruellement décrit comme guère plus qu'un cerf-volant motorisé. Mais il allait initier une révolution technique qui allait rétrécir le monde, permettant de voyager à l'échelle mondiale en quelques heures au lieu de plusieurs mois. Il allait aussi, bien sûr, apporter une destruction inimaginable venue du ciel, car l'avion a été adapté pour la guerre. Cette évolution, passant d'une simple curiosité à une puissance aérienne pratique, ne pouvait être réalisée que par l'expérimentation, mais pour chaque expérience réussie, il y en avait des centaines qui échouaient. Les grands rêves des stratèges militaires du monde entier qui n'ont tout simplement pas abouti. Voici leurs histoires. Bienvenue sur Guerre du Monde. Dans les années 1930, alors que les pays du monde entier commençaient à se réarmer pour la guerre, les conceptions de chasseurs connaissaient une véritable révolution. Les biplans des 2 décennies précédentes cédaient rapidement la place à des monoplans plus élégants. Cependant, les 2 types avaient eux leurs forces et leurs faiblesses. Les biplans, par exemple, étaient de beaucoup plus maniables à basse vitesse et à basse altitude, et pouvaient décoller sur une distance beaucoup plus courte, tandis que les monoplans étaient nettement plus rapides, offraient moins de traînées et donnaient également aux pilotes un champ de vision plus large, ce qui était vital pour un chasseur. Des ingénieurs du monde entier s'efforcèrent de créer un avion qui offrait les avantages du monoplan sans sacrifier ceux du biplan, et l'un de ces ingénieurs était le soviétique Vladimir Shevchenko. Sa solution était simple, en théorie. Il s'agissait essentiellement de concevoir un biplan, mais équipé d'un mécanisme qui relevait l'aile inférieure dans l'aile supérieure, un peu comme les chasseurs X-Wing des films Star Wars. En produisant un modèle en 1939, les autorités soviétiques furent suffisamment intéressées pour commander un prototype baptisé IS-1 de ce qui était un chasseur polymorphe, c'est-à-dire ayant plus d'une forme. Le prototype IS-1 fut achevé en 1940 et effectua son premier vol le 6 novembre de cette année-là. Les moitiés extérieures des ailes inférieures se rétractaient horizontalement dans des logements situés sous les ailes supérieures et cette action était effectuée par un seul vérin pneumatique monté verticalement dans le fuselage. Pour le rôle de chasseur, l'aile supérieure était prévue pour accueillir 4 mitrailleuses synchronisées pour tirer à travers l'hélice. Les essais de l'appareil étaient prometteurs, mais la vitesse de l'avion en configuration monoplan était décevante, principalement en raison du poids du mécanisme permettant de rétracter les ailes inférieures. Non découragé, un deuxième prototype fut proposé, remplaçant le moteur d'origine par un nouveau moteur M88, tandis que la cellule recevait quelques améliorations aérodynamiques modérées. Malheureusement, cependant, l'invasion allemande de l'Union soviétique le 22 juin 1941 a poussé les soviétiques à rediriger leurs efforts vers des types d'avions plus conventionnels, et le projet a été abandonné. D'autres pays se sont essayés à des conceptions polymorphes, mais l'IS-1 est celui qui s'est le plus rapproché d'un modèle opérationnel. Cependant, dans les années 1960 et 70, les concepteurs aéronautiques ont connu une brève période d'engouement pour les ailes à géométrie variable, qui offraient aux avions une plage de performance bien plus large que les modèles précédents, souvent conçus pour le vol à grande ou à basse vitesse. À bien des égards, ces avions à ailes à géométrie variable, comme le F-14 Tomcat, étaient les successeurs spirituels du chasseur polymorphe original. Dans l'immédiat après-guerre, les bombardiers restaient la principale plateforme d'armes stratégiques et, armés d'armes atomiques, ils pouvaient infliger des frappes dévastatrices contre les villes ennemies. Afin d'assurer une dissuasion nucléaire efficace, l'autonomie des bombardiers augmenta considérablement au point que des avions comme le colossal Convair B-36 Peacemaker étaient réellement capables de vols intercontinentaux. Mais cela posait un problème pour les équipages de bombardiers. Il n'existait tout simplement aucun chasseur d'escorte ayant une autonomie suffisante pour les accompagner jusqu'à leur cible et revenir. Et comme la Seconde Guerre mondiale l'a prouvé, cela pouvait signifier un désastre pour la force de bombardement. Ainsi, le United States Air Force a testé une solution novatrice, les chasseurs parasites. Il s'agirait d'avions de chasse qui s'accrocheraient aux bombardiers d'une certaine manière et les utiliseraient pour voyager jusqu'à la zone cible et en revenir, ne se séparant que lorsqu'ils étaient attaqués par des chasseurs ennemis.
Ce n'était pas exactement un concept nouveau, des propositions similaires, et même quelques essais ayant été réalisés par plusieurs pays avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les États-Unis ayant même développé un chasseur parasite dédié, le McDonnell XF-85 Gobelin. Mais désormais, il existait des bombes capables de détruire des pays, et il y avait un véritable sentiment d'urgence à essayer cette idée. Dans le cadre du projet TIPTO, des expériences ont été menées avec un Boeing B-29 Super Fortress modifié auquel deux répliques F-84 D Thunderjet étaient accrochées aux ailes du bombardier, devenant essentiellement des extensions des extrémités des ailes. Les F-84 ensuite réduisaient la puissance de leur moteur pour économiser leur carburant, bien que les pilotes devaient en toujours contrôler leur appareil en synchronisation avec les mouvements des pilotes du bombardier, ce qui faisait de cette expérience peut-être la démonstration ultime du vol en formation. Au fur et à mesure que le programme d'essai avançait, un système de contrôle automatique de vol a été conçu afin de soulager les pilotes de chasse de la nécessité de maintenir le contrôle. Mais malheureusement, cela allait mener à un désastre. Le 24 avril 1953, dans l'État de New York, un F-84 s'est immédiatement retourné sur l'aile du B-29 après l'activation des commandes automatiques, provoquant le crash des deux appareils et la perte des 5 membres d'équipage du bombardier, ainsi que du pilote du F-84. Malgré ce revers, la recherche sur l'attelage de chasseurs en bout d'aile s'est poursuivie, le B-29 étant remplacé en service par l'impressionnant B-36. Naturellement, il était logique de tester ce géant du bombardement avec ses propres chasseurs détachables. Plusieurs accrochages ont été réalisés avec succès dans le cadre du projet TomTom, mais les turbulences provoquées par les ailes massives du B-36 ont failli provoquer une nouvelle catastrophe lorsque, le 23 septembre 1956, un Republic Reconnaissance Fighter 84 F Thunder Flash a été arraché de l'extrémité de l'aile du bombardier. Heureusement, cette fois-ci, les deux appareils ont réussi à atterrir en toute sécurité. Néanmoins, cela a sonné le glas du concept, car il était considéré comme tout simplement beaucoup trop dangereux. Cependant, une alternative prometteuse était déjà en cours de développement, tout comme un nouveau concept opérationnel selon lequel le B-36 transporterait à la place des chasseurs d'attaque rapides armés de petites bombes nucléaires vers une zone cible éloignée de leur base. Les parasites se sépareraient alors et attaqueraient leur cible en utilisant leur petite taille et leur grande vitesse pour échapper aux défenses ennemies qui décimeraient un gros bombardier comme le B-36. Après avoir détruit leur cible, les chasseurs parasites reviendraient vers leur vaisseau mère pour être ramenés à la base. Surnommé Fighter Conveyor, abréviation de Fighter Conveyor, un B-36 a été modifié avec un mécanisme spécial de trapèze dans la soute à bombe pour capturer le F-84. Pendant le vol, le parasite F-84 serait transporté en position semi-encastrée dans la soute à bombe, ce qui permettait aux pilotes de réellement quitter le chasseur, contrairement à la méthode TIPTO. Malheureusement, cette configuration augmentait également la traînée du bombardier, réduisant son rayon d'action jusqu'à 10%. La première connexion réussie en vol a eu lieu le 9 janvier 1952. Et au cours des années suivantes, toutes les possibilités de ce type d'opération ont été explorées. Les anciens modèles F-84 ont finalement été remplacés par les nouveaux et plus performants Republic F-84F Thunderstreak, qui étaient dotés d'une variante spécialement conçue pour la reconnaissance, ce qui a poussé l'United States Air Force à orienter le projet davantage vers la collecte de renseignements. Après avoir commandé 10 RB, 36D orientés vers la reconnaissance pour être modifiés en avion-mer, les missions opérationnelles Fighter Conveyor ont été assurées par le 99e escadron de reconnaissance stratégique à la base aérienne Fairchild dans l'État de Washington. Dans des conditions opérationnelles, les pilotes ont trouvé le processus d'accrochage extrêmement difficile et plusieurs avions ont été endommagés au cours de la manœuvre. En avril 1956, l'United States Air Force avait abandonné le concept et le 27 avril, de nombreuses propositions similaires ont été avancées dans plusieurs forces aériennes depuis les années 50, mais toutes sont restées des rêves fantaisistes. L'avènement des chasseurs lourds à long rayon d'action, associé à la révolution du ravitaillement en vol, a rendu le concept d'avion-mer inutile. De plus, à partir de la fin des années 50, même l'importance du rôle d'escorteur de bombardiers a diminué car les missiles balistiques intercontinentaux ont commencé à remplacer les bombardiers comme principal moyen de livrer l'Armageddon nucléaire. Le chasseur parasite est l'histoire d'une bonne idée pour les années 40 qui n'était tout simplement plus nécessaire au moment où elle a finalement vu le jour dans les années 50.
Considérez un avion de combat moderne comme le Boeing FA-18E, Super Hornet ou l'Eurofighter Typhoon, avec leur impressionnante panoplie d'armement suspendue sous leurs ailes. Ces avions sont capables d'accomplir une grande variété de missions avec différents types d'armes, mais une chose que toutes ces armes ont en commun, c'est qu'elles sont nettement plus petites que l'avion qui les lance. Considérez maintenant le projet de missile allemand pour comparaison. À première vue, vous pourriez penser qu'il s'agit d'un autre concept de chasseur parasite ou que le petit chasseur monté sur le dessus du bombardier est le missile, mais non. En fait, le bombardier est lui-même un missile géant, le pilote le dirigeant vers sa cible dans le chasseur avant de se séparer après avoir commencé l'attaque. Le projet allemand de missile, ou de GI, a été conçu initialement pour faciliter le déploiement des planeurs transportant des troupes, mais il a rapidement été compris qu'il pouvait être utilisé dans un rôle plus offensif. En remplaçant les planeurs par des bombardiers sans équipage, dont le compartiment de l'équipage était rempli de charges explosives pesant près de 2 tonnes, les Allemands pensaient que le projet de missile leur offrirait une arme de guerre d'une puissance extraordinaire. Avec la charge creuse concentrant l'énergie explosive vers l'avant sur la cible, on s'attendait à ce que le missile puisse pénétrer jusqu'à 7 mètres de béton armé ou couper en deux les plus grands cuirassés. Les pilotes de missiles volant dans le chasseur identifièrent une cible, puis, à une distance d'environ 3 km, alignaient les deux appareils et entamaient un piqué de 30 degrés. Avec ce qui était désormais essentiellement un énorme missile air-sol verrouillé sur la cible, le pilote séparait son chasseur et s'échappait, laissant le bombardier poursuivre jusqu'à la fin, destructrice de ce qui était son tout premier et unique vol. Les travaux sur les projets commencèrent en 1942 sur la base d'une proposition de Siegfried Holzbauer, un ingénieur travaillant chez le célèbre constructeur aéronautique Junker. Les essais étaient encourageants, et au moment où les Alliés ont débarqué sur les plages de Normandie, la Luftwaffe était prête à lancer la nouvelle arme contre les navires soutenant la tête de pont. Cela a dû être un véritable choc pour les troupes alliées de voir apparemment des équipages de bombardiers allemands mener des attaques suicides, sans savoir que personne n'était à bord. Cependant, malgré la confiance des Allemands dans cette nouvelle Wunderwaffe, les résultats furent décevants. La supériorité aérienne alliée était à ce moment-là si écrasante que les bombardiers transformés en missiles, lents et maladroits, étaient attaqués en masse par les Spitfire et les Mustang. Et parmi ceux qui survivaient à leur vol, rares étaient ceux qui atteignaient leur cible. 250 missiles furent déployés pendant la guerre, mais ils eurent peu d'impact et les unités qui les utilisaient subirent de lourdes pertes. Il n'y avait pas de combinaison précise d'appareils utilisés, différents bombardiers et chasseurs étant employés pour les opérations de missiles. Et à la fin de la guerre, il y eut même des versions à réaction qui furent proposées, mais elles ne virent jamais le jour. L'Allemagne nazie allait tomber et l'arme qu'ils pensaient pouvoir les sauver n'a finalement servi à rien. Comme tant d'autres outils de guerre que les armées considèrent aujourd'hui comme acquis, l'hélicoptère a vu le jour pendant la Seconde Guerre mondiale, même si ce fut brièvement. D'abord considéré comme rien de plus qu'une Jeep volante, en moins de 10 ans, la technologie avait tellement progressé que l'hélicoptère devenait rapidement une partie intégrante des opérations militaires dans le monde entier, et en plus de son rôle logistique, il adoptait aussi bientôt des fonctions plus offensives. L'armée américaine a rapidement compris, dès les débuts de l'utilisation de l'appareil, que la polyvalence de l'hélicoptère pour les planificateurs militaires était contrebalancée par sa vulnérabilité aux tirs venant du sol, surtout lors du débarquement des troupes. Des mitrailleurs de porte furent ajoutés comme solution temporaire, mais cela étant jugé insuffisant, l'armée américaine commença alors à modifier ses premiers modèles d'hélicoptères Utility Helicopter, inconnus universellement sous le nom de huée, pour qu'ils puissent transporter un armement plus lourd, comme des roquettes et des lance-grenades afin d'opérer dans un rôle de canonnière dédié. Cependant, alors que les huées étaient de plus en plus impliqués dans les combats au Vietnam, des plans étaient déjà en cours d'élaboration pour un hélicoptère encore plus redoutable. Tout aussi emblématique que le huée, le Cargo Helicopter 47 Chinook était un hélicoptère de transport lourd, conçu pour transporter plusieurs fois plus de troupes et de matériel que le modèle plus petit. Certains commandants plus agressifs ont rapidement compris que la capacité de levage du Chinook pouvait être utilisée pour transporter des armes lourdes dans un rôle d'appui-feu.
Et en 1965, Boeing Virtual a commencé à remanufacturer 4 Chinook selon la norme ACH-47A. La CH-47A avait le potentiel d'apporter une puissance de feu incroyable dans une zone d'atterrissage qui pouvait être encerclée par des troupes ennemies, tout en soutenant ensuite les troupes américaines lors de leur progression. L'arsenal d'armement ressemble à une véritable liste de courses mortelles. 5 mitrailleuses, 2 canons M24A, 1 de 20 mm, 2 miniguns M18, A1, 2 lance-roquettes à 19 tubes de 7,25 pouces, un unique lance-grenades automatique de 40 mm monté sous le nez. Et si tout cela ne suffisait pas, les portes arrière et latérales pouvaient être retirées pour ajouter d'autres mitrailleuses et armes selon les besoins. Reconnaissant que le Chinook allait essuyer de nombreux tirs ennemis, les hélicoptères ont reçu d'importantes améliorations de blindage pour protéger leur équipage de 8 hommes, mais ces ajouts, combinés à des charges d'armes lourdes, étaient trop pour même le Chinook et des moteurs plus puissants ont dû être installés pour compenser la perte de performance. Surnommé le Chinook, blindé ou armé, le nouvel appareil a été baptisé par son équipage Guns à gogo et des essais en combat ont été menés au Vietnam en 1966. D'après tous les témoignages, les 3 appareils déployés se sont bien comportés au combat, occupant une place intermédiaire entre les Huey armés et les avions canonniers canons d'assaut 47 à voilure fixe. Cependant, la malchance semblait poursuivre le programme. Un appareil a été endommagé au-delà de toute réparation lors d'une collision au sol inhabituelle avec un cargo-hélicoptère 47 classique, et afin que le programme ne perde pas d'élan, l'appareil d'évaluation a été déployé depuis les États-Unis. En moins de 9 mois, cet appareil serait également perdu lorsque son canon de 20 mm s'est détaché en tirant, puis s'est orienté vers le haut, envoyant des obus dans les rotors de l'appareil, s'abattant ainsi lui-même et tuant les 8 hommes à bord dans l'accident. 9 mois plus tard, les 2 derniers Chinook armés ont essuyé de lourds tirs, obligeant l'un d'eux à atterrir sans puissance. L'autre appareil a fourni un tir de couverture tout en secourant les membres d'équipage avant de quitter les lieux. Les tentatives de récupération du précieux Chinook abattu ont été contrecarrées lorsqu'il a été détruit par des tirs de mortier ennemis. Maintenant qu'il ne restait plus qu'un seul appareil, il a été décidé d'abandonner le programme. Ce n'est pas seulement la perte de 3 appareils qui a inévitablement coulé le projet ACH-47. Tout d'abord, nous avions désormais l'attaque hélicoptère, un Huey Cobra, le premier hélicoptère d'attaque dédié au monde qui était rapide, lourdement armé et blindé et avec un profil nettement plus réduit, ce qui le rendait beaucoup plus difficile à cibler et à atteindre depuis le sol. Deuxièmement, la situation logistique au Vietnam était telle que les Chinook valaisaient leur pesant d'or pour les commandants qui avaient besoin de déplacer rapidement de grandes quantités de ravitaillement vers leurs hommes, dont beaucoup étaient souvent entourés par une jungle dense, grouillant de troupes ennemies, où le ravitaillement autrement que par les airs était impossible. En conséquence, l'armée américaine était réticente à libérer d'autres cellules pour les convertir en hélicoptères d'attaque. Les Chinook volent encore aujourd'hui et sont souvent lourdement armés pour se défendre, mais ils n'ont jamais approché la puissance de feu incroyable de l'ACH-47. Dans les années 60, la guerre froide battait son plein et, des 2 côtés du rideau de fer, on craignait sérieusement que, dès le premier jour d'une future guerre, les aérodromes et sous-marins soient détruits dans les 24 premières heures, privant ainsi de l'avantage de la puissance aérienne militaire pour repousser l'ennemi. Il y avait donc une obsession pour les avions capables de décollage et d'atterrissage verticaux, le Vertical Take-off and Landing. Ces avions n'auraient pas besoin de pistes et pourraient décoller et atterrir depuis n'importe quelle surface plane, comme un hélicoptère, puis se transformer en avion à réaction rapide une fois en vol. De nombreux modèles d'avions ont été testés dans le but d'y parvenir, avec des résultats mitigés. Aux États-Unis, des expériences ont été menées en équipant des F-100 Super Sabre de propulseurs de fusée et en les lançant comme des missiles, bien que cela laissait toujours le problème de savoir où ils allaient atterrir.
le Ryan X-13 a testé la faisabilité de faire atterrir un avion sur sa queue, tandis qu'en France, la société Dassault a construit une variante de son célèbre chasseur Mirage qui, en plus de posséder son moteur principal pour le vol horizontal, était équipé de 8 réacteurs de sustentation montés verticalement pour le décollage et l'atterrissage verticaux. Cet avion consommait tellement de carburant que son temps de vol dépassait rarement 10 minutes et pouvait se terminer brutalement si l'un de ses réacteurs de sustentation tombait en panne. Ce n'est qu'avec l'arrivée du Hawker Siddeley Harrier britannique que le décollage et l'atterrissage verticaux pratiques furent réalisés et l'avion, universellement connu sous le nom de Jump Jet, entra en service dans la Royal Air Force en 1969 et dans le corps des Marines des États-Unis en 1971. La clé de la capacité de l'avion à décoller et atterrir verticalement résidait dans son moteur unique Rolls-Royce Pegasus, qui, au lieu d'évacuer la poussée par une seule sortie, la répartissait entre 4 buses rotatives disposées autour du centre de gravité de l'appareil. Lorsque le décollage ou l'atterrissage vertical était nécessaire, les buses pivotaient vers le bas, mais une fois en vol, elles se tournaient vers l'arrière pour fournir la poussée vers l'avant. Mais en plus de libérer l'avion de la nécessité d'opérer à partir de pistes, la capacité de décollage et d'atterrissage vertical du Harrier offrait également un large éventail de possibilités d'utilisation dans un environnement naval. Dans les années 1970, l'aviation embarquée sur porte-avions était devenue si complexe et coûteuse que moins d'une poignée de nations pouvaient se permettre de continuer à les exploiter. Mais désormais, le Harrier offrait cette possibilité. Et en théorie, même une frégate pouvait embarquer un avion de chasse opérant depuis sa plateforme hélicoptère. Cela soulevait la possibilité que de nouveaux navires de guerre puissent être construits à la fois croiseurs et porte-Harrier, donnant à une marine une puissance aérienne pour une fraction du coût d'un porte-avions. Il y eut même une tentative d'étudier l'idée de construire des sous-marins transportant des Harrier, bien que cela ne se soit évidemment jamais concrétisé. Les ingénieurs britanniques ont saisi les possibilités navales du Harrier et ont conçu le système Skyhook, qui était destiné à rendre les opérations du Harrier depuis de tels navires de guerre plus efficaces et plus sûrs. Le concept utilisait des grues fixées à l'arrière d'un navire de guerre ou même à bord d'un cargo réquisitionné, qui attrapait les Harrier alors qu'ils stationnaient en vol sous aile, puis les déposaient sur le pont d'envol. Alternativement, la grue pouvait simplement ravitailler les Harrier, leur permettant ainsi d'effectuer des missions prolongées. Un autre avantage qui a rapidement été constaté était qu'avec la grue Skyhook, les Harrier pouvaient également être lancés et récupérés même dans les mers les plus agitées, où le pont tanguerait d'un côté à l'autre, grâce à des ordinateurs qui maintiendraient l'équipement de saisie parfaitement horizontale. Par conséquent, le système offrait des avantages même par rapport aux porte-avions conventionnels qui nécessitent toujours un temps relativement calme pour faire fonctionner leurs avions en toute sécurité. C'était aussi une façon beaucoup plus rapide de mettre un avion en l'air que de le lancer à l'aide d'une catapulte. Dans l'espoir d'exploiter pleinement le potentiel de ce nouveau système, British Aerospace a développé un prototype à des fins d'essai et les tests ont impliqué le Harrier biplace de la société, immatriculé à juste titre GVTOL. Les essais ont prouvé que le concept était réalisable et British Aerospace a essayé d'attirer autant d'attention que possible, mais le gouvernement britannique n'était tout simplement pas intéressé, pas plus que les autres nations, principalement à cause du Harrier lui-même. Malgré ses performances remarquables lors de la guerre des Malouines, en 1982, le Harrier était lent et un avion relativement léger comparé au type plus conventionnel. En conséquence, le projet s'est discrètement éteint et reste l'une des grandes histoires hypothétiques de l'aviation. Et voilà des histoires d'avions qui auraient pu changer le monde. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.